9 avril 2026, nous sommes dans la 5e année et au 45e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons des combats dans la région de Kostantinivka, ainsi que des affrontements sur d'autres sections du front. Les deux camps gagnent du terrain. Nous voyons aussi comment un drone ukrainien peut facilement atteindre une cible à 60 km de distance. Et ce n'est même pas un drone à fibre optique. Et bien sûr, nous voyons encore beaucoup d'autres choses intéressantes qui se sont passées aujourd'hui et hier. Et pourquoi voyons-nous tout cela ? Eh bien, c'est surtout grâce à tous les membres terminal que nous avons qui dépensent 1 euro ou 2 pour la chaîne. Pour fournir chaque jour, à tous ceux qui le souhaitent, les informations les plus condensées et rapides sur la situation au front dans la guerre en Ukraine. À ce stade, merci à vous, sans eux tout cela ne serait pas possible. Dans la région de Kostantinivka, les combats se poursuivent avec une grande intensité au sud-ouest de la ville. Les forces ukrainiennes y défendent les dernières positions de la ligne de défense extérieure ainsi que des sections de la ceinture défensive intérieure afin d'empêcher toute nouvelle avancée des groupes d'assaut russes vers les quartiers plus bas de la ville. Les combats se concentrent actuellement sur plusieurs zones clés. La zone des serres entre Idenivka et la lisière ouest de Berestov, les ruines d'une station-service de méthane le long de l'ancienne H20, ainsi qu'un complexe de bâtiments d'une école professionnelle agricole au sud de la ville. J'ai bien sûr également indiqué ces 3 zones sur la carte de situation ici. La situation est particulièrement critique dans la zone du complexe de serres. Là-bas, les forces russes ont réussi à s'insérer entre 2 sections de défense ukrainiennes et à prendre le contrôle d'une grande partie du terrain. Cela a créé une brèche précisément à la jonction de 2 unités. Ensuite, les forces russes ont atteint les zones résidentielles voisines et amorcé leurs premières avancées vers les quartiers ouest de la ville. Dans la zone de la station-service Métatène, la situation des combats est confuse. Après des contre-attaques ukrainiennes, les lignes se sont en partie entremêlées à cet endroit. Les forces russes les contrôlent en la majeure partie de Berestov, tandis que des unités ukrainiennes résiduelles tiennent encore quelques points de résistance dans les bandes boisées adjacentes et directement à la station-service. Les tentatives de reprise de la localité ont échoué jusqu'à présent, mais la situation paraît plus stable au sud. Sur le secteur sud de la défense, des unités ukrainiennes tiennent toujours une position clé autour des bâtiments de l'école professionnelle. Les combats durent ici depuis des semaines. Les attaques russes se concentrent désormais davantage le long de la voie ferrée, après que des avancées directes ont été repoussées auparavant. Progressivement, les forces russes qui s'approchent des bâtiments extérieurs du complexe en passant par les bandes boisées sécurisées. Dans l'ensemble, il apparaît que la défense ukrainienne tient toujours, mais qu'elle est de plus en plus dépassée. Les forces russes parviennent à s'infiltrer entre certaines sections et à briser la ligne, comme nous pouvons assez bien le voir ici sur la carte. Les Russes exercent une forte pression sur les Ukrainiens, mais ailleurs sur le front, la situation diffère légèrement. Dans la région autour de Stepmohorsk, les indices d'avancées ukrainiennes se multiplient actuellement, ce qui restreint de plus en plus la marge de manœuvre des forces russes. Ce n'est pas une percée majeure, mais des avancées qui réduisent peu à peu la zone, ce qui devient plus visible. Nous l'avons déjà vu dans les derniers rapports. Voici une mise à jour. En effet, les unités russes se retrouvent dans des positions où leur liberté de mouvement est fortement limitée. C'est surtout cette zone ici, entre les 2 axes d'attaque ukrainiens, qui est particulièrement concernée. Les chemins deviennent plus étroits, les possibilités de repli diminuent, et surtout, il devient plus difficile d'assurer l'approvisionnement. C'est à ce moment-là que la dynamique commence à changer. Ce n'est pas une seule frappe, mais le fait que des unités soient progressivement poussées dans des positions défavorables, car les Ukrainiens cherchent manifestement presque à les encercler. L'approvisionnement du côté russe aurait donc déjà été interrompu il y a quelques jours. Si l'approvisionnement ralentit et que les mouvements sont plus risqués, les pertes augmentent plus vite et la coordination diminue. D'un autre côté, les souris et les rats acculés mordent aussi plus fort. Je pense que si l'on prend en compte la marge de manœuvre limitée en personnel du côté ukrainien, encercler puis affamer les unités russes semble toujours beaucoup plus avantageux et probable que de les combattre de force. Cela permet de limiter ses propres pertes, mais cela prend du temps et pourrait aussi offrir à l'ennemi la possibilité de s'échapper ou de se renforcer d'une autre manière. Actuellement, il semble que le camp ukrainien exerce précisément cette pression, tandis que la Russie est obligée d'y réagir au lieu d'imposer elle-même le rythme.
En effet, les Russes avaient eux-mêmes tenté d'avancer le long de ce cours d'eau, juste avant que les Ukrainiens ne commencent ici leurs frappes et contre-attaques afin d'atteindre à peu près ce niveau. Ainsi, ils auraient fini sur le flanc de la nouvelle ligne de défense ukrainienne construite ici depuis près de 2 ans, la menaçant ainsi directement. Un peu plus au sud-ouest, précisément dans cette zone, à l'endroit exact de l'épingle bleue. Nous nous trouvons donc ici dans l'oblast de Kherson, au nord de la Crimée. Et à cette épingle bleue, un drone ukrainien Bulava a frappé un véhicule militaire russe à environ 60 km du front. Les images révèlent l'impact direct et la destruction du véhicule, la distance étant décisive. 60 km derrière le front signifie que la cible ne se trouvait pas dans la zone de combat immédiate, mais dans une zone considérée comme relativement sûre pour les mouvements logistiques. L'un des deux maxis que je connais va sûrement me réprimander, puisqu'ils sont en Ukraine. Ils connaissent la situation car 60 km derrière le front n'est plus sûr aujourd'hui. Cependant, cela ne devrait pas être la norme à ma connaissance. Donc, bien sûr, avant, on disait qu'à 20 km du front, c'était sûr. Avant, c'était 40 km, puis sont arrivés les drones à fibre optique, et on est vite passé à 60, voire 80 km. Si l'on regarde le nombre d'attaques, je pense quand même qu'il est encore possible de dire, avec une certaine sécurité, que si je donne une distance de 60 km, c'est relativement sûr. Restons sur le sujet des drones. Lors d'un combat au-dessus d'une zone occupée, il y a eu une confrontation directe entre un système de défense antiaérienne Tor russe et plusieurs drones ukrainiens FW2. Le premier drone a filmé le tir de missiles intercepteurs avant d'être abattu peu après par l'un d'eux. Un deuxième drone a également pu être intercepté. Ainsi, la défense antiaérienne semblait d'abord avoir du succès. L'analyse des images en direct s'est ensuite avérée décisive. Les 2 premiers drones ont fourni assez de données pour identifier la position du système Tor. Un troisième drone a alors pu être guidé de manière ciblée, est pratiquement revenu pour une nouvelle approche et a également touché le système avec précision. Même interceptés, certains drones, comme nous l'avons vu ici, fournissent souvent encore des informations clés pour la prochaine frappe. C'est ainsi que naît cet effet. La première vague explore, la deuxième attaque et la troisième frappe. Nous ne parlons pas ici d'une saturation massive de l'espace aérien, ce dont nous devrions également avoir peur en Europe, si jamais nous nous retrouvions dans un conflit contre une puissance de drones. Ainsi, chaque système de défense aérienne serait dépassé et incapable d'intercepter tout. Nous parlons ici de 3 drones individuels, qui opéraient successivement et même pas en même temps dans cette zone, et qui ont pourtant réussi à détruire un système de défense aérienne. Certaines déclarations retiennent notre attention, non pour leur contenu, mais pour leur source. Un homme comme Pavel Goubarev, ancien gouverneur populaire dans le Donbass, clairement du côté russe, parle ouvertement du fait que le nombre de soldats russes tombés aurait peut-être dépassé le cap du million. Nous ne parlons pas ici des pertes en général, mais des soldats sont tombés au combat, donc en excluant les invalides. Et il ne dit pas cela dans une grande déclaration, mais plutôt en passant. Plutôt du genre « oui, ça pourrait bien être le cas ». S'ajoute la remarque sur des centaines de pertes par jour, des milliers par mois, voire des dizaines de milliers si l'on extrapole simplement. Bien sûr, on ne peut pas vérifier immédiatement ces chiffres. Ils proviennent principalement du côté ukrainien. Cependant, désormais, des personnes assez connues du côté russe en parlent aussi. Ce qui est donc intéressant, c'est à nouveau ce qu'il dit et surtout qui le dit. Ces ordres de grandeur venant de sources ukrainiennes sont souvent jugés comme de la propagande ou biaisés. Mais lorsque quelqu'un issu précisément de ce milieu pro-russe avance soudainement de telles dimensions, cela prend une toute autre dimension. Et c'est exactement ça, le point. Même si le chiffre est inexact, cette déclaration indique désormais les ordres de grandeur envisagés là-bas. Plus seulement élevés, plus seulement très élevés, mais à des niveaux qu'on aurait complètement exclus il y a quelques années. La Russie et l'Ukraine ont échangé à nouveau les corps de soldats morts au combat. Selon les autorités russes, 1000 corps de soldats ukrainiens ont été remis, tandis que la Russie en aurait reçu 41 en échange. La partie ukrainienne confirme la réception des 1000 dépouilles, mais souligne que l'identification reste à faire. Des médecins légistes vérifient actuellement s'il s'agit réellement de soldats ukrainiens avant que les corps ne soient remis à leurs familles. En effet, lors d'un échange il y a 1 an, les Russes avaient déjà remis leurs propres morts et les avaient échangés contre le même nombre de mortes russes du côté ukrainien. C'est précisément ce genre de choses qu'il faut maintenant vérifier. Je remercie donc tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'Algen Crew.
Un remerciement particulier au lieutenant-colonel Rennick. Vous en avez bien sûr terminé avec Meyerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à bientôt pour le prochain rapport de situation.